Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Eva Illouz, vous êtes une sociologue franco-israélienne, directrice d'études à l'EHESS. Vous enseignez également à l'université hébraïque de Jérusalem et vous avez été classée comme étant l'une des 12 intellectuelles les plus influentes au monde, d'après le Die Zeit. Le journal allemand, vous publiez La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Et la première question qu'on a envie de vous poser, Eva Illouz, c'est tout simplement de tenter de comprendre pourquoi est-ce un sujet sociologique. L'amour, en quoi finalement les problèmes qui sont des problèmes contemporains traditionnellement abordés par les sociologues, le capitalisme, les conflits sociaux, eh bien en quoi, à côté de ces problèmes, il existe aussi un intérêt véritable de s'interroger sur l'amour et sur sa fin, comme vous le faites dans votre dernier livre. Bonjour Guillaume, merci de commencer par cette question qui est très importante. Euh, alors, l'amour accompagne la modernité. Et c'est dans ce sens-là d'abord qu'il est d'une importance capitale pour la sociologie. Et je rappelle aux auditeurs qui y seraient intéressés que les grands sociologues comme Émile Durkheim, Max Weber ou Marx et Engels se sont chacun intéressés, même si ça n'était pas de façon centrale à leur travail, ils se sont intéressés à la question, sinon de l'amour en tant que tel, du moins du lien amoureux. Chez Durkheim, c'est le célibataire, chez Weber, c'est la sphère de l'érotique, chez Marx et Engels, c'est la relation entre le mariage et l'intérêt, l'amour et l'intérêt. Donc, l'amour se trouve en fait en filigrane dans la sociologie classique. Mais je reviens à votre question et je dirais que tout d'abord, l'amour a été un facteur d'individualisation et qui a été un des motifs les plus importants de l'avènement de la modernité. C'est-à-dire qu'il joue un rôle très important dans l'individualisme moral. L'individualisme moral, c'est ce qui fait que les individus ont le droit et ont une précédence morale sur les institutions. On voit bien que, par exemple, un philosophe comme Hegel, qui est le grand philosophe de la modernité, a aussi compris l'importance capitale de l'amour et du mariage d'amour. Il était pour le mariage d'amour parce que c'était un mariage qui était plus libre. Et donc, l'amour, en fait, a été un des vecteurs de ce grand idéal de la liberté. Mais pas seulement. Je dirais que ce qui est en jeu aussi dans l'amour, c'est l'inscription du politique et de l'économique dans l'intime. C'est la raison pour laquelle nous avons des grands sociologues contemporains dont un est mort malheureusement comme Anthony Giddens ou Ulrich Beck, qui se sont intéressés de façon directe à l'amour et qui ont écrit de grands livres sur l'amour en pensant que l'amour était précisément le lieu où se jouaient des enjeux tout à fait modernes, comme par exemple la domination masculine, comme par exemple la démocratisation des liens à l'époque contemporaine. Et pour moi, ce qui se joue aussi dans l'amour en plus, c'est des relations économiques, c'est le capitalisme. On va revenir là-dessus lorsque vous intitulez votre livre, Eva Illouz, La fin de l'amour. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez dire la propension qu'on a de se séparer? Est-ce que ça veut dire aussi que l'amour est de moins en moins présent dans notre monde? Alors oui et non, parce que alors c'est une idée de l'amour. Je suis sociologue des émotions et en tant que sociologue des émotions, je m'intéresse au changement des pratiques émotionnelles et des idées qui sont attachées aux émotions. Je dirais que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'amour était vécu comme une transcendance et coïncidait plus ou moins avec le mariage et formait l'élément central d'un projet de vie. Et il s'inscrivait, comme je l'ai dit auparavant, dans un projet individualiste. Mais c'est cette idée, en fait, qui n'est plus possible, non pas parce qu'elle n'existe plus dans notre culture, elle existe encore, mais parce que il y a un tas de forces, je dirais, économiques et politiques et technologiques de plus en plus, qui contredisent cette idée
cette idée de l'amour comme une transcendance. En fait, c'est la possibilité de vivre l'amour comme une transcendance qui est remise en cause. Par quoi, par exemple, aujourd'hui, Eva Illouz? Oh, ben pour prendre un exemple, les applications Tinder, Tinder qui vous permet d'avoir des Ouais. relations avec beaucoup de gens, qui vous permet d'avoir des relations sexuelles rapides, géolocalisées, contribue et renforce la séparation de ce que j'appelle la séparation du régime sexuel et du régime émotionnel. C'est-à-dire? Alors, dans le livre, je retrace la façon dont la liberté sexuelle, qui a été un moment clé de notre histoire et de l'histoire des pratiques amoureuses, la liberté sexuelle a créé en fait une séparation assez radicale entre la rencontre sexuelle et a donné naissance notamment à ce qu'on appelle la rencontre d'un soir, ce qu'on appelle en langage commun le plan cul. Euh, euh, et d'un côté, et de l'autre côté, les relations émotionnelles qui ont un but donc un peu plus long. Et cette séparation Mhm. crée du coup, alors c'est une thèse du livre que j'explore, crée beaucoup d'incertitudes et de chaos dans les relations amoureuses. Alors ça, c'est a priori assez paradoxal, Eva Illouz, parce que finalement, dans votre livre, vous expliquez que le mot qui revient le plus dans l'évolution des relations amoureuses, c'est le mot liberté. Et donc, a priori, la liberté, c'est plutôt une chose qui est chargée positivement. Pourquoi cette liberté débouche-t-elle sur un sentiment de mal-être? Alors, je ne sais pas s'il existait auparavant, mais en tout cas, on a l'impression que l'amour fait mal, pour reprendre le titre d'un autre de vos ouvrages. Comment l'expliqueriez-vous? Alors, je dirais que la liberté a toujours été ambivalente. On le voit même dans la pensée politique du 19e siècle. Et la liberté aussi est ambivalente, au moins ambivalente ou alors négative dans le domaine économique, puisque quand il s'agit de déréguler complètement les marchés, on sait que la liberté va conduire à la domination des faibles par les forts. J'ai voulu dans ce livre pousser l'analyse de la liberté au domaine sexuel, qu'on ne touche pas en général, ou alors qui n'est touché ou abordé que par, je dirais, des conservateurs, des gens qui veulent revenir à une structure familiale classique. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai aucun projet de ce genre en tête, mais j'ai voulu examiner la façon dont la liberté sexuelle a été récupérée, en fait, par des forces qui, au départ, lui étaient étrangères, comme les forces économiques qui sont celles Mhm. ce que j'appelle le capitalisme scopique. C'est-à-dire le capitalisme Le capitalisme scopique, c'est le fait que à partir du début du XXe siècle, des industries qui ont assisté, en fait, qui ont aidé à la formation de la société de consommation, se sont mises en place. Ces industries, ce sont des industries qui ont géré le moi, qui ont géré la personne en termes d'image. C'est le cinéma, Mhm. c'est la publicité, ce sera plus tard la télévision, c'est l'industrie de la mode, c'est l'industrie de la cosmétique qui sont toutes en fait solidaires les unes des autres, qui naissent ou qui prennent de l'essor, un énorme essor en même temps, et qui transforment le corps en unité visuelle qui doit être séduisante et attirante pour tout le monde, donc qui va créer des marchés de masse, et qui va notamment rendre le corps de la femme une unité monnayable, une unité qu'on va pouvoir exploiter. Donc il s'agit véritablement pour moi d'une transformation du capitalisme, puisque si le capitalisme, disons à la Marx, exploitait le corps de l'homme, le corps musclé, Mhm. le corps fort de l'homme dans des mines ou plus tard dans une usine, il s'agit maintenant d'exploiter un corps beau, mince, et d'en faire de la plus-value. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont les grandes perdantes, selon vous, Eva Illouz, de cette évolution? Alors oui et non, si vous voulez, c'est une sociologie un peu de l'ambivalence. Alors, je suis moi-même ambivalente parce que je crois que beaucoup de phénomènes sociaux sont devenus ambivalents. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle
on a du mal à faire une opinion, ou c'est peut-être une raison pour laquelle il y a autant de débats sur tellement d'idées, c'est que d'une part, il est pour moi absolument clair que la révolution sexuelle était absolument nécessaire, puisque n'oublions pas que le corps de la femme était entaché de péché, n'oublions pas que la femme était définie par la virginité, et que tout accès à la sexualité féminine était stigmatisé. Donc que nous soyons départis de cette idée, ce n'est qu'un bien, bien évidemment. Mais de la même façon que dans le domaine économique, la liberté a donné un avantage au plus fort, je dirais, ça a été le cas aussi dans le domaine sexuel, étant donné que, d'une part, les hommes restent les dominants dans la sphère économique, on ne peut pas détacher l'une de l'autre, étant donné que la séparation de ce que j'ai appelé le régime sexuel et le régime émotionnel a mieux convenu à l'identité sociale des hommes, étant donné que les femmes restent encore de façon dominante définies par ce qu'on appelle le soin, c'est-à-dire elles se sentent investies et responsables des relations avec les autres. Et donc, du coup, elles sont plus définies par le régime émotionnel plus que par le régime sexuel. Étant donné que la norme de l'écart d'âge joue en la faveur de l'homme, puisque l'homme peut choisir des femmes beaucoup plus jeunes que lui, et donc ça veut dire que l'homme a beaucoup plus de choix, puisque ses échantillons sont beaucoup plus grands. Alors, on peut dire donc que tout ça fait que les hommes ont un avantage, exercent une sorte de domination sexuelle et émotionnelle sur les femmes, qui est, à mon avis, une des sources de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des sexes. Et donc, il y a des raisons sociologiques pour cela. On va prendre un exemple, une évolution, une femme qu'on connaît bien, Madame Bovary. Madame Bovary, hier, était malheureuse. Aujourd'hui, serait-elle heureuse? Eva Illouz aurait-elle plus de facilité à trouver l'amour, un amour réussi? Qu'en pensez-vous? Alors, je ne sais pas si elle serait plus heureuse, mais elle serait de façon très claire beaucoup plus cynique. Ce dont manque Madame Bovary, elle manque de cynisme et de distance. C'est pour ça que Flaubert en était désespéré, puisque lui l'était, mais elle ne l'était pas. Madame Bovary, quand elle se fait rejeter par Rodolphe, irait sans doute aujourd'hui chez le psychologue pour en parler, et elle se remettrait tout de suite, je pense, sur un site de rencontre pour rencontrer un nouveau Rodolphe. Et là, qu'est-ce qui se passerait? Parce que Rodolphe était si vous me permettez, je dirais aussi, c'est très important, que Madame Bovary se suicide aussi, n'oublions pas, parce que l'heureux, qui est donc le marchand, qui lui a vendu des colifichets et des robes, vient lui demander de rembourser ses dettes, et elle sait qu'elle n'a pas l'argent. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'une femme qui s'achèterait des habits chez Zara se ruinerait de façon telle que ça justifierait son suicide. Et Madame Bovary travaillerait. Et donc, du coup, sortirait de l'impasse sociologique dans laquelle elle est dans le roman de Madame Bovary. Mais précisément, Madame Bovary est beaucoup plus pure que les hommes qui l'entourent. Dans le roman de Flaubert, aujourd'hui, l'existence de Tinder, d'un certain nombre d'applications, permet cette consommation sexuelle compulsive. Et si je suis votre thèse, Eva Illouz, dans La fin de l'amour, ça n'est pas nécessairement, j'utilise un euphémisme, au profit des femmes. Non, ce n'est pas au profit des femmes. C'est ce que je viens de dire. Les femmes, finalement, oui, sont les perdantes. Elles sont d'une certaine façon, elles sont à la fois gagnantes et perdantes de la liberté sexuelle, parce qu'elles se retrouvent engagées dans une culture sexuelle et sexualisée, où, d'une part, leur corps est dévalorisé et valorisé. Le corps de la femme est valorisé en tant qu'il devient monnayable dans des professions qui requièrent, par exemple, une apparence physique agréable et attirante. Elles sont dévalorisées dans le sens où des corps sexualisés sont des corps
ou qui sont des corps ultra sexualisés de la femme sont des corps qui deviennent interchangeables et sont des corps qui ne sont plus attachés à des personnes morales fortes comme les hommes peuvent l'être. La raison pour laquelle les hommes ont aussi du pouvoir social, c'est que les hommes sont moins sexualisés que les femmes. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, je voudrais y revenir, c'est que les régimes sexuels et émotionnels qui, donc, en quelque sorte, institutionnalisent cette séparation dont je parlais de la sexualité et des émotions, donnent du pouvoir à l'homme. C'est en général, ou c'est très souvent l'homme qui va décider du but de la relation et c'est plutôt la femme qui va en fait être dans la position de diriger, de diriger la relation et de réguler, si vous voulez, de faire de la régulation émotionnelle, ce qu'on appelle la régulation émotionnelle de la relation. Ça, c'est donc il y a des positions qui sont très différentes des positions sociologiques très différentes quand on rentre dans des relations. Mais on a l'impression que les hommes sont de plus en plus soumis à des dictates esthétiques, qu'eux aussi sont soumis aujourd'hui aux impératifs de la minceur, d'être en forme, etc. Est-ce que ça n'est pas finalement une manière de rétablir l'équilibre entre les impératifs auxquels sont soumis les femmes et les hommes? Alors c'est vrai que la société de consommation a tendance à opérer les mêmes changements sur les hommes et sur les femmes, toujours avec un délai, toujours avec du retard, parce que les hommes n'ont commencé à être l'objet de cosmétiques et de la mode, par exemple, que dans les années 50, en tout cas aux États-Unis, alors que les femmes l'étaient depuis plus longtemps. Ceci dit, étant donné que les hommes continue à avoir une domination économique, dans le domaine économique, ça n'opère pas de la même façon. Par exemple, un homme âgé peut être encore séduisant, a encore un pouvoir érotique et sexuel, alors que l'âge est problématique dans le pouvoir érotique et sexuel d'une femme. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21 et nous sommes avec la sociologue Eva Illouz, sociologue franco-israélienne. Pourtant, vous êtes classée parmi les 12 intellectuels les plus importants au monde. D'après le journal Die Zeit, le journal allemand, vous publiez La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain aux éditions du Seuil. Si je vous parle de la colère, des émotions en politique, Eva Illouz, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je dirais que ça fait référence à une norme selon laquelle, une norme qu'on trouve déjà chez Platon, dans le Gorgias, selon laquelle les émotions et la bonne politique sont incompatibles. Et Platon nous dit que le vrai leader, c'est celui qui sait diriger ses citoyens de façon rationnelle, alors que le rhéteur serait celui qui peut tricher, qui triche et qui manipule les émotions des citoyens. Donc, et je dirais que cette idée est restée très forte dans toute la tradition politique occidentale, où les émotions ont très mauvaise réputation en politique. On peut trouver ça, par exemple, dans le travail de Gustave Le Bon, La foule, à la fin du 19e siècle, qui voyait les masses et la foule avec beaucoup de mépris. Et entre autres, la raison pour laquelle les foules étaient méprisables, donc les masses étaient méprisables, c'est qu'elles étaient manipulables et qu'elles étaient sujettes à leurs émotions. Alors aujourd'hui, on sait, et on dit de plus en plus en sociologie politique, que les émotions ne sont jamais véritablement absentes de la politique. Par exemple, le fait de voter. On ne pourrait pas voter si on n'avait pas une sorte de préférence affective pour ou bien des sujets, ou bien pour un candidat qui nous plaît plus que d'autres. Et si vous voulez, ce qu'on appelle une élection serait le résultat d'émotions privées. C'est l'agrégat d'émotions privées. Mais les émotions ne sont pas seulement présentes chez les citoyens, elles sont aussi présentes chez les dirigeants. Par exemple, Machiavel, qui écrit Le Prince au XVIe siècle, avait fait de la peur et de la manipulation de la peur un outil nécessaire aux dirigeants.
Et on a pensé que la peur avait disparu ou doit disparaître des démocraties, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que la peur est très présente. Par exemple, quand il s'agit de terrorisme, le Patriot Act aux États-Unis qui a été voté après les attaques du 9/11 ont suspendu des libertés civiles. Au nom de la peur, on peut penser aussi à la guerre froide, où il y avait un climat de peur qui est régné aux États-Unis. Donc la peur ou les émotions font partie d'une façon ou d'une autre de la politique. Maintenant, pour revenir à votre question sur la colère, alors la colère est un sentiment intéressant c'est le sentiment qui fait peur sans doute aux dirigeants. Et je dirais que de la colère, alors d'abord que c'est un sentiment qui est démocratique, puisque c'est le sentiment qui suppose qu'il y a des normes, que les institutions doivent répondre à certaines normes de justice. La colère est le sentiment qu'une injustice s'est produite. Et donc, quand la colère est plus susceptible de monter quand la norme de justice monte. Et il est intéressant à ce titre-là, encore une fois je reviens à votre question, de noter que des grands philosophes de la modernité comme Nietzsche ou Max Scheler, ont fait de la colère un des grands sentiments des masses populaires. Scheler appelait ce sentiment de la colère, il l'appelait par un nom très spécifique, il l'appelait le ressentiment. Et pour Scheler, alors c'est intéressant parce que pour Scheler, le ressentiment, c'est une forme très particulière de colère. C'est quand j'ai le sentiment que quelqu'un a un avantage qu'il ne devrait pas avoir. C'est le sentiment que moi, je suis spolié de quelque chose que je devrais avoir, mais c'est quand je veux me venger de ce fait, que quelqu'un a un avantage dont il jouit injustement. Mais Scheler nous dit, le ressentiment aussi est accompagné d'un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire du sentiment que même si je veux avoir ma revanche ou prendre ma revanche sur ces groupes, je ne peux pas. Or, alors, ce qui est très intéressant dans le contexte de Trump, par exemple, c'est que quelques mois avant l'élection de Trump, une grande sociologue américaine qui s'appelle Arlie Hochschild a publié un livre qui s'appelle Strangers in Their Own Land, où elle est partie en Louisiane. Étranger dans son propre pays. Voilà, exactement. Elle est partie en Louisiane et elle a interviewé donc des gens qui votent, qui sont devenus une partie stable de l'électorat rouge, donc républicain, mais plutôt la branche droite du parti républicain. Et elle a voulu comprendre pourquoi ces gens votaient de la façon dont ils le faisaient. Et alors, en menant une enquête qualitative, ce qu'elle entend constamment, le discours qu'elle entend, c'est que des minorités comme les femmes, les homosexuels et les noirs jouissent d'avantages et de privilèges dont eux, les paysans ou les ouvriers de la Louisiane, ne peuvent pas jouir, exactement. Et avec cette perception, d'autre part, que s'ils expriment ce sentiment d'injustice, ils vont être taxés de racistes. Donc, Hochschild ne parle pas de Scheler, mais moi j'ai mis en relation tout de suite ce texte avec Scheler, puisque justement il s'agit de développer ce sentiment d'impuissance face à ce que eux, ces interviewés, appellent les élites de Washington ou de New York, qui justifient en quelque sorte ce que eux perçoivent comme étant des injustices. Donc il faut faire très attention au ressentiment, et à ce titre-là, Scheler et Nietzsche avaient raison. Eva Illouz, justement, ce que l'on comprend mal, pourquoi y a-t-il à la fois de la colère, Frédéric Seuss en parlait dans son billet politique, et cette colère, alors elle ne profite pas, par exemple, en France, à la gauche. Pourquoi a-t-on la sensation, ce n'est pas seulement une sensation d'ailleurs, parce que ça se retrouve dans les sondages aussi, que même s'il y a, par exemple, en France, un mécontentement relatif par rapport au gouvernement, eh bien, les intentions de vote pour la gauche ne montent pas pour autant. Comment l'expliqueriez-vous ? Alors, la gauche est en crise. Elle est en crise un peu partout dans le monde.
Et alors je dirais, prenez l'affaire Dreyfus, qui a été un des moments clés de la fondation de la gauche. Euh, Prenez Zola, qui est ce qu'on appelle un intellectuel de gauche, il est aussi socialiste. Alors, pendant l'affaire Dreyfus, Zola combat pour la justice et pour la vérité. Et il y a, si vous voulez, une coïncidence, je dirais, parfaite entre la justice et la vérité. On sait dans cette affaire qui dit la vérité, on sait qui ment. Alors, je vais faire un saut et prenez l'exemple de l'association PEN, une association internationale d'écrivains qui met en contact des écrivains du monde entier. 4 mois après les attentats de 2015, donne un prix de la liberté d'expression à Charlie Hebdo, un magazine, je crois, que vous connaissez. Et cette décision, du coup, provoque la colère d'au moins 6 écrivains. Elle provoque aussi une pétition à laquelle beaucoup de gens ont signé et divise l'association. Et parce que certains n'étaient pas d'accord avec le choix de Charlie Hebdo comme étant un magazine qui défendait la liberté d'expression. Et alors, c'est un épisode qui, quand on le compare par exemple à l'affaire Dreyfus, est assez intéressant puisqu'il met bien en valeur la différence profonde qui s'est produite. C'est que, du coup, on ne sait plus quelle est la vérité. On ne sait plus exactement où est le bien et où est le mal. Il n'y a plus du tout de correspondance étroite entre ce que j'appellerais la vérité et la justice. Et alors, cette affaire du PEN, pour moi, illustre très bien une situation dans laquelle la gauche est. D'abord, c'est qu'il y a une très grande propension aux divisions internes au sein de la gauche. Ce qui veut dire qu'on va se concentrer très souvent plus sur la mauvaise gauche. On va mettre ses efforts à attaquer la mauvaise gauche plutôt que attaquer l'ennemi commun, que ce soit le fascisme ou le fondamentalisme. Et ensuite, on va voir aussi comment ces dissensions en fait, créent des tensions très fortes entre des valeurs incompatibles et incommensurables, comme par exemple la liberté d'expression d'un côté et la tolérance pour des minorités religieuses de l'autre. Et donc, ça va créer des situations de choix insurmontables. On a la sensation justement à cet égard, Eva Illouz, que une notion par exemple comme l'universalisme est en crise à gauche. Comment expliqueriez-vous cet état-là de l'universalisme? Y a-t-il aujourd'hui une perte de cette valeur, par exemple? Alors oui, certainement. Et ce qu'on appelle l'universalisme, en fait, c'est transmué en ce que j'appellerais le cosmopolitisme. L'universalisme était une valeur centrale de la gauche jusque dans les années à peu près 70. Cette valeur a été de plus en plus attaquée par la pensée postmoderne et postcolonialiste. De plus, il y a eu un processus sociologique qui a fait que la gauche est devenue la forme de pensée d'une classe sociologique, d'un groupe sociologique assez précis, des gens qui ont des diplômes, des gens qui vivent dans des villes, des gens qui sont cosmopolites, des gens qui défendent le droit des minorités sexuelles, culturelles et religieuses, des gens qui défendent l'égalité des genres. Et c'est ce qui fait que ce groupe de gens est devenu, alors pour citer un penseur anglais, ce sont des gens qui sont devenus des gens de nowhere en opposition à des gens de somewhere, des gens de n'importe où par rapport ou en opposition à des gens qui sont de quelque part. Donc je dirais que oui, l'universalisme n'a plus du tout la force morale qu'il avait. Au contraire, il est suspecté d'être une pensée de classe et une pensée qui cache de la domination.
Et il a été remplacé par le cosmopolitisme. Et la différence, c'est que le cosmopolitisme n'a plus véritablement de valeur morale, c'est plutôt une façon de vivre, c'est un style de vie. Eva Illouz, dans votre dernier livre, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, publié aux éditions du Seuil, vous évoquez la condition des femmes avec, dites-vous, une liberté acquise, mais aussi un jeu qui n'est pas forcément un jeu où les femmes ont réussi à atteindre l'égalité par rapport aux hommes. Or, dans l'actualité en France, il y a chaque jour une question relevant des rapports entre hommes et femmes. Il y a eu notamment un important scandale avec la parution d'un livre de Vanessa Springora, Le consentement, consacré donc à la relation qu'elle a eue et qu'elle considère comme étant de l'emprise avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle puisqu'elle était mineure, Gabriel Matzneff. Qu'est-ce que cette affaire vous inspire ? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ? D'abord, il faut replacer un petit peu le contexte qui a pu faire en sorte que des intellectuels puissent ne pas, non seulement ne pas s'offusquer de sa pédophilie, mais qui ont pu aussi la soutenir. C'était, je dirais, un contexte ou un climat intellectuel dans lequel la transgression sexuelle était l'apanage d'une élite intellectuelle. Il faut se souvenir qu'en 1928, Margaret Mead avait publié un livre qui a eu une importance et un retentissement très très fort sur les mœurs sexuelles très libres des adolescents à Samoa. Depuis, on sait que Margaret Mead a un peu fabulé, mais peu importe. La notion de sexualité infantile de Freud était aussi très prégnante, puisque Freud avait sexualisé l'enfant très tôt, en supposant que le bébé lui-même avait déjà des pulsions érotiques vis-à-vis de sa mère. Ensuite, il y a eu la présence énorme de Foucault, qui avait fait de la sexualité le lieu même, si vous voulez, de la domination et du pouvoir. Et donc, la transgression sexuelle était vécue ou pensée par une partie des penseurs français comme une façon de s'opposer au pouvoir. Ça, c'est la première chose que ça m'évoque. Ensuite, je dirais que les enfants comme les femmes sont le nœud aujourd'hui de la politique sexuelle, une politique qui est très importante. On ne peut pas évaluer à sa juste mesure l'étendue de la révolution sexuelle. Et en dénonçant la pédophilie de Matzneff, on défend en fait et on dénonce le pouvoir et la présence du pouvoir dans les relations sexuelles. Je pense que la dénonciation de Matzneff vient de la révolution féministe et non pas en tant que telle. Il ne s'agit pas de défendre l'enfant en tant que tel, il s'agit de dénoncer le pouvoir en tant que tel. C'est ça qui est devenu inadmissible aujourd'hui dans les rapports sexuels. Lorsque vous prenez par exemple la période où a été lancé le hashtag MeToo, si vous deviez faire un bilan, Eva Illouz, de ce qu'a provoqué ce hashtag, que diriez-vous ? Alors, beaucoup de gens pensent désormais qu'il s'agit d'une quatrième, ce qu'on appelle la quatrième vague de la révolution sexuelle. La première vague, c'était le combat pour les suffrages, pour que la femme puisse voter. Le deuxième, c'était à la fin du 19e siècle. Le deuxième, c'était dans les années 60, quand on a commencé à dire que la vie personnelle était politique, quand on a commencé à examiner à la loupe la famille, et quand on a commencé à penser que les relations de pouvoir et de domination étaient non seulement à l'œuvre dans la vie politique, mais aussi dans la famille. La troisième vague, c'était celle qui est arrivée dans les années 90 et qui a consisté à essayer de morceler ou de diversifier le féminisme en disant qu'il y avait plusieurs féminismes parce qu'il y avait plusieurs conditions de la femme, et qui a aussi consisté à individualiser le féminisme et à non plus parler de combat de classe ou de groupe. Et beaucoup de gens s'accordent pour dire que MeToo, c'est la quatrième vague du féminisme. Alors je dirais que MeToo
met en relief le fait que le féminisme est un combat très singulier, très différent des autres combats démocratiques et sociaux, dans le sens où c'est le seul combat qui soit mélangé, alors où il y a une relation si proche et intime à l'oppresseur. Quand on pensez par exemple à l'esclavage, l'esclave sait très bien qu'il est très différent de son maître. Or, ce n'est pas le cas du tout dans le féminisme, c'est l'opposé. Les femmes sont à la fois dominées par les hommes, mais elles sont dominées par les hommes de façon telle qu'elles sont aussi qu'elles sont aussi celles qui donnent des soins aux hommes et qui les aiment aussi. Et donc, véritablement, l'intime, si vous voulez, les relations intimes qui lient les hommes et les femmes rendent ce combat extrêmement difficile. Et MeToo a consisté à lever le voile sur ces comportements qu'on considérait avant ou bien comme banals ou bien comme relevant du seul domaine de l'intime. Et le harcèlement et le viol, donc, n'étaient pas vus sous l'angle de l'inégalité, mais ils étaient vus sous l'angle de la sphère de l'intime qui ne devait pas concerner les autorités. C'était effectivement le cas, puisque en France, jusqu'à très récemment, 93% des plaintes de harcèlement sexuel n'étaient jamais poursuivies ou même vérifiées. Et donc je dirais que dans ce sens-là, MeToo, c'est l'avènement d'une certaine vision, mais qui n'est pas du tout nouvelle. Hein. Alors le phénomène a l'air nouveau, mais ça fait au moins 30 ans que dans la théorie féministe, on dit que la sexualité est le lieu, si vous voulez, de la domination masculine. Mais alors, du coup, lorsque vous retracez, Eva Illouz, l'histoire de la révolution sexuelle, puisque dans La fin de l'amour, votre dernier livre, vous expliquez que la révolution sexuelle est un événement d'une importance particulière. On a l'habitude de considérer que la révolution industrielle, le progrès technologique relèvent de changements très importants. Et vous vous dites, bah voilà, la révolution sexuelle est finalement équivalente à ces autres révolutions. Elle est tout aussi importante pour comprendre le monde aujourd'hui. Si vous considérez que le mouvement MeToo constitue une date importante dans la révolution sexuelle, il y a par exemple le procès Weinstein actuellement, on peut imaginer que des prédateurs de ce type aient moins le loisir de nuire maintenant qu'hier. Est-ce que cela veut dire que l'évolution de notre vie sexuelle va être infléchie, va marquer une date importante à partir donc de cette vague MeToo? Qu'en pensez-vous? Ah oui, je pense que MeToo a marqué une date assez importante. Et alors, je crois que nous sommes passés d'une ère où on combattait pour la liberté sexuelle, qui a été acquise plus ou moins pour les homosexuels et pour les femmes, à une ère où l'égalité sexuelle devient plus importante et elle est en quelque sorte beaucoup plus difficile. Parce que quand on combat pour la liberté, on a le sentiment que pour être libre, il faut simplement se débarrasser des vieilles règles. Mais parler d'égalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et alors, mais je voudrais dire en même temps que ce mouvement, il est souvent perçu comme un mouvement vers une régulation croissante des relations sexuelles, mais ce mouvement de régulation croissante, il est perçu comme ça que de la perspective, que si on voit les choses de la perspective masculine, parce que les femmes, avant l'égalité sexuelle, les femmes aussi devaient faire un travail immense de contrôle sur elles-mêmes. Elles étaient l'objet de violences et de coercition. Et la liberté, donc la liberté qu'on suppute à la sexualité avant MeToo n'était la liberté que pour un des deux sexes. Et donc, il s'agit de réguler un peu plus les relations sexuelles, mais de les réguler afin de donner justement plus de statut moral à la femme dans les relations sexuelles. Et alors, que faire, Eva Illouz, de ces différentes études qui
tendent à montrer qu'il y a, par exemple, moins de rapports sexuels chez les gens qu'auparavant, qu'il y a une diminution de la fréquence. Est-ce que ça signifie que la révolution sexuelle, qui aurait été une période de libéralisation des mœurs, eh bien aujourd'hui subit un effet contraire? Alors oui, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce double mouvement ambivalent dont je parle dans le livre. D'une part, extrême sexualisation des rapports intimes. Et de l'autre côté, cette sexualisation crée ce que j'ai appelé donc une anomie, c'est-à-dire une incertitude et un manque de règles dans les relations. Et on sait que la plupart des relations sexuelles ont lieu non pas dans des relations d'une nuit, mais dans des relations stables. Or, précisément, ce qui est en jeu, c'est la difficulté de créer des relations stables. C'est le grand thème du livre. Le grand thème du livre, c'est de montrer les difficultés, les difficultés sociologiques et les mécanismes à travers lesquels les relations n'arrivent pas à s'enclencher, existent en quelque sorte à l'état gazeux, à cause de la présence de cette incertitude, ce que j'appelle incertitude comme mécanisme sociologique. C'est donc la raison pour laquelle on a à la fois une sexualisation des rapports amoureux et de la personne, et de l'autre côté, moins de relations sexuelles, puisque ces relations sexuelles ont tendance à se produire dans des relations stables, et que ces relations stables se produisent de moins en moins ou finissent de plus en plus rapidement. Et donc le livre, entre autres, parle aussi de cette souffrance, de la souffrance qu'il peut y avoir à chercher une relation ou à avoir rompu une relation. C'est une souffrance dont on ne parle pas parce qu'elle est psychologisée et elle est privatisée. Mais je crois qu'il s'agit d'une vraie souffrance sociale. Eva Illouz, La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain, c'est votre livre, publié aux éditions du Seuil.